Allora andiamo velocemente verso la conclusione di questa giornata veramente molto intensa, con l'intervento conclusivo di Eric Laurent, che è psicanalista, membro della Consuegliere e dell'Associazione Mondiale di Psicanalisi, di cui è stato anche presidente. Ha scritto molti testi, molte pubblicazioni, anche tradotte in italiano. Lo ricordo solo l'ultimo suo lavoro, che appunto abbiamo anche qui disponibile, Il rovescio della biopolitica, che è un testo molto importante, molto di orientamento. E dunque gli do subito la parola. Grazie Paola. Allora, comme il est tard et que nous sommes fatigués, je crains de me perdre entre l'espagnol et l'italien, donc je vais parler en français. Je suis très heureux qu'à la fin de cette journée, dans laquelle nous avons exploré le détail de malaise dans la démocratie, nous soyons arrivés à des propositions précises sur les remèdes que l'on peut y porter et sur les façons de favoriser les désirs décidés et les passions joyeuses. Le malaise, tout le monde l'a constaté. Ce malaise donne lieu d'abord aux passions tristes. Ce qui marche en Europe, ce sont les passions tristes. Tout ce qui concerne la peur et la sécurité est avancé comme la grande préoccupation, la grande affaire sur laquelle sont réalisées tous les jours des avancées qui allégeraient les peurs. L'Europe en général, dans sa bureaucratie, est paralysée, quels que soient les enthousiasmes du président français et ses splendides discours de la Sorbonne, magnifiques, il est clair que nous devons d'abord attendre 4 mois que l'Allemagne soit à peu près en ordre de marche pour savoir ce qu'il va être possible de faire ou non. Pendant ce temps, les passions tristes se développent. Et par exemple, cela donne des effets. Donc, le lundi 30 novembre a été signé à Bruxelles par 23 États sur 28 une nouvelle structure bureaucratique, la coopération structurée permanente. Ça ne veut rien dire, c'est vraiment l'invention d'un bureaucrate. Il n'y a que lui et sa commission qui savaient ce que ça voulait dire. Ça veut dire une avancée majeure qui est en fait la fondation très attendue de l'Europe de la défense
avec 20 programmes différents d'armement commun, de capacités militaires communes et de définition de champs d'opération extérieure. C'est la première réalisation de la phrase de Madame Angela Merkel après les déclarations de Trump: l'Europe doit s'occuper d'elle-même. Ça, c'est le volet sécurité de ce que le président Macron a appelé l'Europe qui protège, pour contrer l'Europe néolibérale de la pure concurrence généralisée qui ne protège plus personne. Dans les documents préparatoires aux journées, Sylvia Moronet notait combien cette Europe de la compétition de tous contre tous mettait en valeur l'affect de la peur, d'un pouce à la peur. Et c'est ce qui fait que une des premières façons de lutter contre les passions tristes, c'est de mobiliser une contre-politique de la peur. Et par exemple, une grande voix de la gauche démocratique française, Patrick Boucheron, professeur d'histoire au Collège de France, a consacré précisément une très belle intervention à ce point, une contre-politique de la peur. Nommant combien, dès l'installation de la démocratie sous sa forme XVIIIe siècle, c'est la peur conduit à une maladie de la volonté démocratique, sa paralysie. Et Tocqueville, dans son commentaire sur la démocratie en Amérique, saisissait la fonction de ce qu'il appelait, lui, l'inquiétude. L'inquiétude provoquant la paralysie de la volonté démocratique, une peur diffuse et vague, incapable de désigner l'objet du péril. Cette peur, cette inquiétude est paralysante parce qu'elle ne permet pas le geste politique par excellence qui est la désignation de l'ennemi. La dimension, disons, belliqueuse de la politique que le professeur Violante mettait en valeur dans son exposé. Mais à ne pas nommer l'ennemi, Tocqueville disait déjà, désespérant de rester libres, ils adorent déjà au fond de leur cœur le maître qui doit bientôt venir. Mais cette remarque, si nous savons que cette peur accompagne la démocratie comme son nom, elle n'a aucune raison de nous laisser sous l'empire de la passion triste. Il n'y a pas fatalité. Simplement, elle doit accroître la vigilance.
la vigilance qui dénonce l'usage précisément politique de la peur pour faire venir le maître de demain. On peut dire que ce point aussi a été mis en valeur, disons, par Marco Focchi dans le texte préparatoire. Car pour lutter contre cette peur, pour ne pas s'en laisser fasciner, il faut en effet légitimer les figures du désir. En effet, la psychanalyse, et spécialement le premier enseignement de Lacan, a mis en valeur l'alliance entre l'autorisation du père, la légitimation par le père du désir et l'allègement de l'angoisse. Dans un monde où précisément le nom du père n'est plus au premier plan, comment autoriser de façon nouvelle les formes du désir? Ou, si l'on veut, les formes de recherche, de continuer à rechercher les formes du bon gouvernement. Le professeur Mastro Paolo notait qu'il fallait redonner toute sa place au-delà de la nomination formelle de la démocratie à sa substance. Et ce qu'il énumérait, justice, dignité, autonomie, sont des idéaux. Nous pouvons faire appel, en effet, pour éveiller des désirs nouveaux, aux idéaux, à ce qu'ils sont substantiels. On a autrement, d'autres orateurs ont situé les limites de l'appel de l'idéal en mettant l'accent plutôt sur l'appel à des vertus. À des vertus qui peuvent prendre différentes formes, mais qui toutes se distinguent, soit sur le côté des idéaux ou de la vertu, se distinguent sur de l'appel à une raison unifiante, à une raison affirmée par la technostructure et en effet incarnée par la célèbre déclaration de Madame Thatcher dans l'acronyme TINA, There is no alternative. Il n'y a pas d'autre choix. Ça a été la définition de la recherche de cette pensée unique, soi-disant donnée par les meilleurs résultats, le calcul du meilleur. Cette incarnation de la raison unifiante devant laquelle devraient céder les idéaux, les vertus, prend de nos jours la forme nouvelle de la puissance des algorithmes qui donnent une description en temps réel de toute l'activité humaine
qui peut se trouver cartographié par l'immensité des données, le big data, qui permet d'enregistrer et de maximiser tout ce qui fait comportement. Elle donne une nouvelle figure de la raison unifiante, uniformisante. La psychanalyse, nous l'avons dit, font une autre dimension. Elle reconnaît la place de l'appel aux vertus, de la vertu de la bienveillance, comme notre président de la République le rappelle, de la ragionevolezza qui a été citée, ou de la charité interlocutoire de Quine Habermas, disons. Mais au-delà de ces vertus, elle compte sur ce que Yves van der Weyken rappelait, l'insistance qu'a eu Lacan de souligner qu'au fond, face à l'uniformisation, il y a une révolte des désirs et des affects joyeux. Certes, il y a dans la politique le désir de révolution, dont certains se plaignent qu'il n'est pas apparemment l'essentiel des préoccupations. Mais il y a, en effet, des révoltes qui ne sont pas liées à un leader, qui ne sont pas liées à un programme politique, et qui sont liées au fait qu'il est impossible de réduire à zéro, d'uniformiser les jouissances au nom, que ce soit du nom du droit ou au nom de l'ordre symbolique. Après tout, c'est cette limite, cette révolte que Foucault avait noté comme le point de limite de l'état disciplinaire sous sa forme renouvelée de la biopolitique. Quelque chose résistait et se manifestait dans cette désorganisation de l'état biopolitique. Marilène Brousse actualisait cette perspective tracée par Lacan. Vous le disiez, Yves, dès le séminaire 6, c'est-à-dire au début des années 60, où Lacan anticipait le développement de cette revendication de jouissance qui allait marquer toute la décennie années 60 jusqu'au début des années 70, avant que une contre-insurrection ait lieu. La révolte des désirs contre la routine sociale a marqué toutes ces années 60 où se sont affirmées des résistances diverses à l'ordre patriarcal de distribution des jouissances. Cette insurrection qui s'est nommée féminisme, homosexualité et plus généralement, Marie-Hélène les perversions, dans un sens particulier, pas dans le sens classificatoire. Disons, ce mouvement des années 60, qui a été dans les années 70 profondément transformé,
s'est actualisé maintenant comme le mouvement des minorités, des identités, le mouvement LGBT. Ce mouvement, à la fois, fait partie du mouvement de dissolution des identités citoyennes globales et lui fait obstacle. Ce mouvement de dissolution des identités citoyennes globales, Zygmunt Bauman l'avait qualifié de liquide. Le professeur Perronnet l'a trouvé que c'était faible. C'est juste, mais disons, rappelons pourquoi Bauman a appelé ça liquide. Il a appelé ça liquide pour reformuler la formule célèbre de Marx, qui est la première phrase, enfin qui est dans la première partie du Capital, du manifeste pour le Parti communiste, dans lequel il notait que le capitalisme fait passer les liens les plus solides et les plus anciens en fumée. Il fumo, dit le texte français, et les Anglais disent melts into air. Pour traduire l'allemand Verdampft, qui veut dire plutôt gazeux. Donc, Marx mettait l'accent sur la transformation du solide en gazeux. Bauman a trouvé liquide pour montrer cette transformation de ce qui était encore solide et fragmenté en une intensité plutôt passagère. Il accentuait, disons, ce que Freud avait appelé dans un adjectif de 1915, Vergänglichkeit, fugitivité, transitivité. Donc le mouvement LGBT, à la fois, défait les grands récits politiques de l'unité nationale pour les remplacer par les récits de l'égalité des droits entre différentes communautés. Au fond, c'était une solution pour surmonter ou bien la division subjective qu'a souligné Michele Rocato. Nous ne pouvons pas nous faire confiance. Nous pouvons, quelle que soit notre bonne intention, nous pouvons nous trouver, soutenir finalement des régimes antidémocratiques. L'histoire l'a prouvé. Au moins, identifier à une jouissance hors la loi, nous ne pouvons pas trahir. Nous ne pouvons pas nous trahir nous-mêmes. C'est une solution pour surmonter la division subjective par la jouissance. C'est aussi une solution pour surmonter la difficulté qu'avait souligné Alfio Mastropaolo sur la difficulté à nommer le point où s'arrête la démocratie, puisque même les fascistes peuvent se dire démocrates. L'Italie étant très intéressante sur ce point, puisque c'est un laboratoire politique, c'est l'unique pays, disons, du noyau central européen où il y a à la fois, à ciel ouvert, un parti fasciste comme Casa Pound, qui se dit vouloir inventer le fascisme du 3e millénaire. Il délire comme Pound, d'ailleurs. Pound délirait beaucoup, eh bien, il le suit. D'un côté ça, et de l'autre côté, un parti fasciste, mais à un visage voilé, qui se dit démocratique. Il y a tout.
le mouvement LGBT, ou l'accent sur la généralisation du point de vue des minorités, était une solution à ces différentes impasses. Mais cette solution elle-même a des limites, voire des impasses. Et Marie-Hélène voyait une croisée des chemins. Fond, cette croisée des chemins, elle est d'autant plus manifeste après la défaite, en effet, d'Hillary Clinton, dont le fondement théorique de la politologie qu'elle a mis en œuvre était une politique des identités, des minorités. Or, le problème, c'est que chacun, en fait, a des identités multiples qui fait qu'il ne peut pas être assigné à une identité simple, même si l'on veut la réduire à l'identité de jouissance ou l'identité ethnique. Comme l'a très bien souligné le politologue américain d'origine indienne Amartya Sen, l'identité est fondamentalement multiple. Et c'est là, d'ailleurs, il rejoint la psychanalyse. L'inconscient est politique aussi parce que, justement, il n'y a que des identifications multiples et non pas des identités simples. Hillary voulait parler aux latinos, mais dans les latinos, il y a les Mexicains et puis il y a les Cubains. Et les Cubains sont latinos, mais ils votent républicains, parce qu'ils détestent Fidel Castro. Et donc, Trump a gagné la Floride, ce qui a fait perdre un bloc absolument de vote absolument majeur. Lui, Trump, peut se permettre de réduire toutes les identités et de dire des horreurs sur les immigrants, les Mexicains, les traités de violeurs, etc. Lui, il peut, parce qu'il fait un amalgame d'un objet, précisément d'un objet de peur, un objet d'angoisse. Donc plus il amalgame, plus en effet, il peut chevaucher, lui, cette peur. C'est ce que ne peut pas faire le politicien progressiste qui cherche à restituer la diversité des identités. Et c'est pour ça que l'article que Marc Lilla, politologue de NYU, a signé, de l'Université de New York, a signé juste après l'élection, et dont il vient de tirer un petit livre, a eu autant d'importance et a forcé, disons, les politologues démocrates à faire un effort de réflexion au-delà du point où ils s'étaient arrêtés. Judith Butler a répondu par avance à Lilla dans son dernier livre, Rassemblement, dans lequel elle fait la théorie suivante. Nous ne devons pas nous fonder sur une politique des identités, mais plutôt sur la politique de ceux qui n'ont pas d'identité reconnue. S'il y a des Argentins dans la salle, ils se rappelleront du livre de Borges, Les hommes infâmes, Histoire de l'infamie et de l'éternité, ou ce que Foucault a repris sur la politique des hommes infâmes. Ceux qui n'ont pas de nom, ceux qui n'ont pas de femme au sens de réputation, femme. On ne peut rien en dire. Ceux qui sont exclus, tous ceux qui sont exclus, immigrants,
femmes indignes, homosexuels ou perversions diversement les groupes sadomasochistes de San Francisco, etc. Toutes ces catégories qui n'ont pas de reconnaissance dans la loi doivent se rassembler au nom de cette absence de nom. Donc, car ils ont une existence au-delà des droits du citoyen. Aux États-Unis, les droits sont du citoyen, civic rights. La Constitution américaine ne reconnaît pas, comme la Révolution française, l'opposition entre droit du citoyen et droit de l'homme. C'est une opposition qui, elle, est française et dont Jean-Claude Milner, récemment, a tiré une lecture lacanienne, d'orientation lacanienne, qui est intéressante. Parce que justement, là où Butler veut s'appuyer sur la politique de ceux qui n'ont pas de nom, parce qu'elle parle du point de vue américain, les civic rights, ceux qui n'en ont pas n'ont rien. Ils ne sont pas de nom qui leur donne des droits. À cela, Milner répond, ils ont le nom d'homme. Celui qui n'est pas encore citoyen, celui qui n'est plus citoyen, parce qu'il est immigrant, par exemple, a alors les droits de l'homme. Et les droits de l'homme définissent un ensemble qui permet de maintenir une politique de l'universel. Car, plus profondément, la limite de la politique des identités, c'est que soit je me rassemble sur les places publiques, place de la République, Puerta del Sol, la place devant la Generalitat, soit je me rassemble avec ceux qui pensent comme moi, ou qui sont exclus comme moi. C'est-à-dire, je me rassemble avec qui me ressemble. Et cela donne alors une politique du vote qui est une politique du vote narcissique. Je vote pour qui est mon image, un peu magnifiée. C'est une politique où se perd la dimension de l'universel. Alors que si nous prenons cela du point de vue des droits de l'homme, il reste, comme il le dit, les droits de l'homme-femme, alors pour précisément tenir compte de l'avancée des études féministes et du changement de position des femmes dans la civilisation entre le XXIe siècle et le XVIIIe siècle. Ce changement dont nous n'avons pas fini de voir les répercussions et les conséquences, je crois que nous pouvons prendre quand même l'année 2017 parmi les mauvaises nouvelles de l'année, il y en a quand même une bonne, c'est ce mouvement extraordinaire, MeToo, qui là n'est pas narcissique. Ça n'est pas « je vote pour qui me ressemble ». C'est que moi aussi, je peux dire et je peux témoigner de ce qu'a été l'oppression quotidienne
que représente la distribution du pouvoir entre hommes et femmes dans la quotidienneté. En ce sens, MeToo est une politique au-delà de la politique des identités. Et ça montre un chemin, quelque chose qui précisément permettra de résoudre quelques impasses de la politique des identités. Donc, en ce sens, il est légitime de dire que l'homme de la Déclaration des droits annonce l'homme-femme, dit Milner, aussi du freudisme. Car, à la différence de l'homme des religions et des philosophies, il n'est ni créé comme l'homme des religions créé par Dieu, il n'est ni déduit comme l'homme des philosophes. Il lui suffit d'être né. Et il vient dire en cela consiste donc son seul réel. Il rapproche, en effet, ces droits de l'homme de cette notation de Lacan dans son enseignement ultime, qui souligne que le corps est pris par l'autre en deçà des identifications. Et si on peut dire que l'enseignement classique de Lacan, et même assez loin, il maintient que la politique, ce sont les identifications, on peut dire que dans le séminaire 23, il y a un point au-delà. Je le cite. L'histoire n'étant rien de plus qu'une fuite, dont ne se racontent que des exodes, ne participent à l'histoire que les déportés. Puisque l'homme a un corps, c'est par le corps qu'on l'a, c'est l'envers de l'habeas corpus. C'est une phrase qui prend l'enseignement de Lacan à l'envers, Lacan lui-même faisant cette opération, mettant en question un temps d'avant l'identification, dans ce corps saisi par l'autre, déporté. On pourrait distinguer d'ailleurs que ce corps, il lui arrive des événements de corps selon cette formule mise en exergue par Jacques-Alain Miller. L'événement de corps concerne les trois catégories de corps que vient de distinguer Milner. Le corps de l'homme créé, celui de la religion, à qui il arrive des événements, soit de sublimation, soit de destruction, soit la mystique, soit le sacrifice comme martyr. Il y a le corps de l'homme né, la détresse qui saisit, le lieu du camp de réfugiés étant un des éléments des cercles de l'enfer contemporain, et puis, ça peut être, quelquefois, ça peut être celui de l'espoir. Et puis, aussi bien le corps du citoyen. La logique de l'événement de jouissance que met en avant Lacan part de cette idée que nous sommes désorientés dans notre jouissance. Platon disait, et Gabriel de Métèque, en exergue, au début de la matinée, introduisait superbement notre journée, rappelant
ce Platon du livre 8 de la République. L'homme démocratique veut faire ce qu'il veut, mais il ne sait pas ce qu'il veut. Il veut jouir, disent le psychanalyste, dit la psychanalyse avec Freud, il veut jouir, mais il ne sait pas ce qu'est sa jouissance. Et comme il ne sait pas ce qu'est sa jouissance, tout ce qu'il sait, c'est rejeter la jouissance de l'autre. C'est pour ça qu'un homme, dans cette logique identificatoire du lien social lacanien, un homme sait ce qui n'est pas un homme. Il ne sait pas ce qu'est un homme. C'est toujours les difficultés à nommer quel est l'homme démocratique, on s'y perd. Parce qu'on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est nommer ce qui n'est pas. Ensuite, les hommes se reconnaissent entre eux pour être des hommes, et je m'affirme être un homme de peur d'être convaincu de n'être pas un homme. Que les hommes ne sachent pas ce qu'ils veulent, peu importe pour constituer le lien social. Et c'est là où, si je puis dire, la politique de la psychanalyse est anti-platonicienne. Badiou aime dire de temps en temps tous les platoniciens. Le Platon de Badiou est aussi bizarre que le Hegel de Zizek. Mais, en tout cas, sur ce point, Lacan nosologique est anti-platonicien. Ça n'est pas parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut que le lien social n'est pas déjà là. Le lien social est là, d'emblée, sous la forme du rejet de la jouissance de l'autre. Ce qui est une autre façon de dire, c'est que la paranoïa est première. Cette formulation a au moins l'avantage que nous gardions en tête que bien que la psychanalyse prenne les sujets un par un, elle n'est pas libérale dans son modèle politique. Nous n'avons pas l'idée que le lien social est l'agrégation d'individus isolés. Non. Il y a d'emblée cette certitude que je rejette la jouissance de celui qui n'est pas comme moi et que je peux hâte de m'identifier aux autres pour me protéger du rejet, pour me défendre du rejet. Car si les hommes, si je puis dire cette position, bien que paranoïaque, pas violette, bien qu'elle est une position articulée sur une passion joyeuse, car si les hommes ne savent pas quelle est la nature de leur jouissance, ils savent ce qu'est la barbarie. Et ils peuvent et ils doivent s'en écarter. Cette existence du lien collectif comme première est le fondement de la passion joyeuse de l'agir démocratique, du plaisir spinoziste de se reconnaître avec les autres. Il y a cette joie particulière, Sartre disait déjà, c'est le groupe en fusion. C'est autre chose que l'idéal ou l'élaboration du programme politique. Il donne lieu à des événements de corps citoyens, une joie particulière. Et nous voyons combien, par exemple, dans les événements qui traversent l'Espagne et la Catalogne, combien ces manifestations donnent lieu à des événements de corps précieux pour les sujets.
alors que ce sont des manifestations sans leader. Même si telle ou telle orientation s'incarne dans des hommes politiques. Mais là, ces manifestations clairement manifestent la présence de quelque chose qui dépasse ce leader. Eh bien, la reconnaissance de l'événement de corps citoyen comme tel, cette joie spinoziste, enfin freudo-spinoziste particulière, au-delà du narcissisme, définit une certaine politique du symptôme à notre horizon. Nous constatons que partout à travers l'Europe, il y a des manifestations de vouloir se retrouver autour d'événements de corps citoyens. Certaines peuvent prendre des tournures de ces rencontres haineuses, désigner un adversaire, d'autres sublimatoires, aller vers un appel vers le nouveau. Au fond, cette politique du symptôme, c'est d'encourager cette recherche du commun, d'un commun nouveau qui remplace les vieux récits qui se sont effondrés. Et ils vont de la politique de proximité, des associations communautaires de quartier, mais aussi en passant par les nouveaux territoires des métropoles, qui ne sont plus ni régions ni pays, et qui sont multifonctionnels. Il y a aussi des niveaux transeuropéens, transnationaux, qui définissent des espaces qui, à chaque fois, défont les identifications massifiantes et appellent à de nouvelles nominations. Ces zones ne sont plus des zones de parti, ce sont les zones franches, disait Gabriel Manille, au sens où elles sont allégées des identifications massifiantes. Elles sont comme la différence entre la littérature à thèse et l'œuvre d'art véritable dans toute sa complexité qui seule nous introduit à une possibilité de nouvelle narrativité au sens de Michel Mongeau. Pas seulement un refuge, ce que la politique des places a mis en lumière, pour laisser place à la joie de l'agir démocratique. Ces places doivent être occupées, comme disait Marie-Hélène, par des communautés partout, et non pas par des juxtapositions de ceux qui se ressemblent. Bien sûr, il faudra aussi l'incarnation de celui qui viendra présenter la cause du désir. Mais ce dont nous avons besoin, pour précisément encourager, porter la cause du désir de ces nouvelles passions démocratiques, c'est un leader qui ne se prenne pas pour un père, que ce soit le père de la nation ou le père du quartier. Il faudra créer. Merci.